Bon, nous allons continuer en postprandial, tout doucement mais sûrement, hein. Toujours sur la thématique des générations YZ. Nous allons parler donc de quel avenir pour nos pratiques, justement. Est-ce qu'on doit s'adapter, justement? Et on va d'abord parler de l'insuffisance vagino-clitoridienne, une nouvelle dysfonction sexuelle de la femme, par Pierre Bourdin, qui est notre président. Hein, donc on a la chance de l'avoir même 2 fois, parce que cette session a dû être remaniée à 2 reprises. Donc il fera aussi une communication sur l'expérience clinique est-elle obsolète en 2022. Puis la troisième, Marie-Laure Gamet ne peut pas nous rejoindre. Donc on va faire une solution alternative. Je vais essayer de faire la communication, mais avec vous aussi, on va faire quelque chose d'interactif. Donc voilà, donc Pierre, si tu peux commencer et puis même faire les 2 sessions, les 2 communications à la suite. Merci. Merci Rosa et merci à tous les courageux. Alors, l'insuffisance vagino-clitoridienne, une nouvelle dysfonction sexuelle féminine. J'aurais dû mettre un point d'interrogation, mais on peut éviter de mettre un point d'interrogation. Alors en fait, c'est avec Rosa, on s'est retrouvés à l'aéroport de Nantes et on a discuté un moment de ça et finalement on s'est dit, tiens, on va mettre un petit peu à jour tout ça. Alors pourquoi? Je vous explique un petit peu. C'est un peu mes réflexions après 35 ans d'expertise en médecine sexuelle, mais je suis urologue, andrologue et donc je m'occupe surtout des hommes. Et là, je vous ai mis Erwin Goldstein, on a commencé ensemble il y a maintenant 35 ans. Et il dit, mais qu'est-ce que les urologues peuvent vous apprendre au niveau de la sexualité féminine, hein, bien sûr, ça paraissait. Alors, j'ai dit, j'ai fait le rapport sur l'anatomie et la physiologie de l'érection de l'homme. Ce que j'ai tout à l'heure, en fait, je m'étais beaucoup intéressé sur les écrits du 19e siècle d'anatomie et de physiologie, et il y en avait beaucoup qui étaient chez la femme aussi. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant, en étudiant l'homme, il y a ça chez la femme, il y a ça chez la femme, avec Cobel, je le reviendrai tout à l'heure, et c'est là où j'ai compris comment ça marchait. Donc vous voyez, j'ai continué, et je m'occupe relativement pas mal de la sexualité féminine. Alors, que nous a appris l'anatomophysiologie de l'homme? Donc d'abord les corps érectiles, parce qu'on oublie les corps érectiles. Bon, ça, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Les corps érectiles, ils changent de direction, ils changent de pression, ils changent de volume. C'est-à-dire qu'on a vraiment une augmentation de pression, une augmentation de volume, et donc c'est un phénomène hydraulique. Donc souvenez-vous, et dynamique. Quand on fait de l'anatomie, en fait, au début, on pensait que c'était des récipients qui étaient vides, qui se remplissaient de sang. On a pensé que ça marchait comme ça pendant des siècles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un tissu à l'intérieur de ces corps érectiles, ce qu'on appelle le tissu spongieux. Et vous voyez, quand on fait des coupes anatomiques, je vais expliquer comment ça se faisait, que j'ai fait toutes ces études anatomiques, eh bien, il y a vraiment les corps érectiles. Je vous expliquais un petit peu comment ça marche. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Alors, description, vous voyez, donc vous savez qu'il y a 2 corps caverneux, un corps spongieux. Oui, on voit très bien comment ça se passe. Et bien, quand on fait un petit peu les femmes, c'est exactement la même chose. Je vous ai sorti les dessins de Cobel du 19e siècle. Vous voyez, ça ressemble, à un corps érectile masculin. D'accord ? Vous voyez qu'on retrouve un corps spongieux et un corps caverneux. Et en fait, le clitoris, le problème, c'est qu'on a souvent parlé du clitoris au niveau du gland, mais en fait, le clitoris, c'est tous les corps érectiles. Et la grande différence, c'est une question de taille. D'accord ? Et ça aura des répercussions. Exactement comme chez l'homme, vous voyez, au niveau de la flaccidité ou au niveau de l'érection, vous avez une augmentation de volume, mais au niveau du corps érectile de la femme, ça ne bouge pas, à la différence de la partie libre de l'homme qui se dresse et qui devient rigide. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Alors maintenant, quels sont les fondamentaux, les bases fondamentales d'analyse fonctionnelle? Alors un tissu érectile, vous voyez, c'était De Bière en 1887 qui avait défini ce que c'est qu'un tissu érectile. C'est un tissu musculaire lisse avec un tissu endothélial et une membrane fibreuse. Donc, vous voyez, vous allez comprendre pourquoi c'est important de dire du tissu musculaire lisse, du tissu endothélial et le collagène qui enveloppe. L'architecture volumétrique et l'innervation des corps caverneux et des corps spongieux est très différente, et c'est valable au niveau du clitoris. Le corps caverneux, c'est surtout autonome, et au niveau du corps spongieux, c'est une innervation somatique,
sensitive et motrice. Alors motrice, c'est les muscles et les bulbes ischio-caverneux, d'accord ? Et point très important, il faut se rappeler toujours des bases fondamentales. L'origine embryologique des corps, c'est le mésoderme, d'accord ? Donc le gland du pénis et le clitoris ont la même origine embryologique, mais ce qui est important, c'est la même origine embryologique que le système cardiovasculaire. Donc finalement, on comprend très bien pourquoi, lorsqu'il y a une pathologie au niveau des corps érectiles, on puisse avoir tous les facteurs de risque cardiovasculaires qui vont entraîner ces modifications. Donc souvenez-vous de ça. Donc vous voyez, c'est idem pour les femmes. Alors après, c'est le concept de l'éponge active. Donc les anciens se souviennent de ça. C'est que, en fait, je vous dis, on pensait au début que les corps érectiles, c'était une éponge. Ça se remplissait de sang. En fait, c'est une éponge, mais qui n'est pas érectile. C'est une éponge qui, à l'état de repos, est contractée. Donc 22 heures sur 24, l'éponge est contractée, parce que c'est un muscle lisse qui le contracte. Et puis 2 heures sur 24, notamment la nuit, pendant les phases d'érection nocturne, ça se relâche. Et puis il y a l'oxygénation des tissus et ça fait son jogging, on y reviendra. Donc vous voyez, vraiment, c'est vraiment un phénomène musculaire et un phénomène vasculaire. C'est pour ça que la cible de tous les inhibiteurs de la P2E5, ça a été finalement la cellule endothéliale et la cellule musculaire lisse. Donc tout ce qui va favoriser la myorelaxation lisse va entraîner une érection. C'est ça que là on parlait du botox qu'on est en train de faire maintenant, du botox qu'on essaye d'éjecter dans les corps caverneux, c'est un myorelaxant. Donc tout ce qui est myorelaxant va entraîner, tout ce qui est myocontractant va entraîner bien évidemment l'effet inverse. Et bien sûr, on a un contrôle supraspinal, d'où les érections psychiques et nocturnes, et spinal réflexe. Et c'est pareil pour ces dames. Et après, on a le concept du cœur sexuel. Alors oui, c'est pas tout neuf, puisque c'est Cobelt, Joachim Cobelt, qui était de Fribourg, en 1844, qui a vraiment... Il avait tout compris, ce monsieur. Les organes érectiles sont avant tout des organes excitateurs auxquels est dévolu le rôle d'éveiller, d'accroître et d'amener à leur maximum d'intensité l'ensemble des phénomènes qui constituent la sensualité génitale dans le but de la conservation des espèces. L'appareil du sens génital, c'est-à-dire les corps érectiles plus les muscles ischio et bulbo-caverneux, est divisé en organes passifs ou de réception qui font faire naître le sentiment voluptueux chez l'individu, ou actifs qui vont le provoquer la même sensation dans le sexe opposé. Donc vous voyez, vous avez les dessins qui étaient les dessins ici de Léonard de Vinci. Après, vous avez l'IRM, mais lui avait déjà conceptualisé une espèce de synergie cybernétique entre les deux. Et de leur concours résulte le rapprochement des sexes. Et la sensation voluptueuse n'est que le résultat de la compression et de la tension subite des nerfs particuliers du sens génital, due à l'accumulation de sang dans le gland, qui va conduire à l'excitation vénérienne. Il faut quelque chose d'analogue au choc du cœur, un cœur des organes sexuels, mis en action de façon réflexe. Le gland doué d'une hypersensibilité et son appareil auxiliaire hydraulique, le bulbe et les muscles bulbo-caverneux, se comportent entre eux comme des excitateurs réciproques. En un mot, l'exaltation de l'un devient un moment excitant de l'autre. Donc vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, bien sûr, on a redécouvert tout ça il n'y a pas très longtemps, on s'en est jamais occupé, mais il suffit de lire les écrits anatomiques du 19e siècle pour qu'ils avaient fait vraiment, déjà ils avaient tout compris, d'autant plus qu'à l'époque, ils comparaient l'homme et la femme, et en plus ils faisaient des comparaisons entre les animaux. Donc ça leur permettait d'avoir des déductions, et ils avaient déjà pratiquement tout couvert au niveau macroscopique, pas bien sûr au niveau microscopique. Alors, c'est quoi l'érection des corps érectiles ? C'est un phénomène qui est exceptionnel. En fait, on a des érections, je dis 2 heures sur 24, donc 22 heures sur 24, on n'a pas d'érection. Donc c'est un homme très particulier. C'est un phénomène qui est dynamique. Vraiment, c'est pas passif. C'est vrai qu'il y a un phénomène dynamique qui est hydraulique, modification de pression et musculo-vasculo-tissulaire sous contrôle neuro-hormonal. Vous avez les muscles bulbo-caverneux et ischio-caverneux du périnée qui vont comprimer la racine des corps érectiles et qui vont donc amplifier la rigidification et qui l'entretiennent. D'où l'importance des stimulations mécaniques. C'est pour ça que finalement, lorsqu'on a un rapport sexuel, on fait des mouvements de va-et-vient. Pourquoi on fait des mouvements de va-et-vient ? Pour entraîner des stimulations sensorielles mécaniques, la mise en route d'un système réflexe, et vous avez un système qui s'auto-entretient et qui permet d'avoir, avec une économie très importante, une activité.
Donc, c'est un fonctionnement dynamique automatique, auto et hétéro entretenu. Et bien sûr, il y a la composante musculaire striée, je l'appelle les muscles striés de l'érection, l'appareil sensoriel spécifique du gland du pénis et du gland du clitoris, où il y a des mécanos et des barorécepteurs. Et vous savez qu'il y a l'innervation du gland et l'innervation que ce soit du clitoris est aussi riche que celle des doigts, donc c'est très particulier au niveau de l'organisme. Et vous avez une innervation qui est sensitive avec le nerf dorsal de la verge ou du clitoris et motrice avec le nerf périnéal. Donc cette sensorialité voluptueuse, elle est variable. Ce qui est important, c'est qu'elle est très variable selon l'état de turgescence. Quand vous êtes à l'état de flaccidité, la sensibilité, elle est comme le reste de l'organisme. Par contre, quand vous êtes en tumescence, ça augmente la surface de contact, ça met les mécanos et les barorécepteurs en action, ce qui explique qu'on ait cette sensation exquise, voluptueuse, comme le disait. Et je vous parlais de l'innervation, c'est une des endroits les mieux innervés de l'organisme. Là, c'est pour vous montrer un petit peu, vous voyez, ça, les muscles bulbo-caverneux qui compriment le bulbe, et vous avez les muscles ischio-caverneux qui sont là, et je vois une pièce anatomique, et vous les voyez ici, avec le muscle ischio. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Quand vous avez une érection, ben, ça se met automatiquement en marche de façon réflexe. Donc vous avez une pompe automatique qui se met en marche et qui entretient l'érection. Et donc c'est idem pour ces dames. L'érection des corps érectiles féminins, ben, c'est aussi un phénomène exceptionnel, c'est aussi un phénomène dynamique, c'est un phénomène hydraulique et aussi musculo-vasculotussulaire sous contrôle neuro-humoral. Vous voyez, quand on fait des études de la pression dans les grandes lèvres, dans le vagin et au niveau clitoral et la vascularisation, ben vous avez exactement les mêmes phénomènes soudains où vous avez un afflux de sang qui va gonfler les corps érectiles. À ce moment-là, le sang diminue, mais vous avez tout le système de pression, l'espèce de pompe qui se met en marche, ce qui fait que pendant la phase d'érection, ça ne prend pas de l'énergie et du sang au niveau cardiovasculaire. C'est excessivement bien fait. Sachez que les pressions au niveau des corps érectiles peuvent monter jusqu'à 1000 mm de mercure, 10 fois la pression artérielle. Donc vous voyez une solidité qui est pour ça qu'il y a des fractures de la verge d'ailleurs. Donc pareil chez ces dames. Quand on fait un échodoppler, ben vous voyez exactement l'augmentation qui se passe, vraiment une augmentation de volume pas très important au niveau de la femme par rapport à l'homme, mais par contre vous avez la même augmentation soudaine de flux vasculaire. Voilà. Et quand on fait des expérimentations animales, vous voyez là on voit très bien que vous avez une vasodilatation, une augmentation du flux au niveau du vagin, au niveau du clitoris, d'accord. Vous avez, ça va entraîner un engorgement au niveau vaginal, donc d'où on a le transsudat et on a la lubrification et on a l'érection érectile. Et tout ça, vous voyez, on retrouve chez l'homme et chez la femme les mêmes voies. Vous voyez, les mêmes voies, la relaxation, la vasocongestion, et vous avez les mêmes choses que chez l'homme. Donc, troisième concept maintenant, c'est un changement de paradigme, c'est qu'en fait, là, vous n'avez pas une verge, vous n'avez pas un clitoris, mais vous avez un organe vasculaire individualisé et autonome. C'est-à-dire qu'il ne faut plus voir comme un corps sexuel ou un organe sexuel, c'est un organe vasculaire. D'accord ? Donc ça change vraiment complètement les choses et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est probablement vrai pour les femmes parce qu'on n'en a pas encore la preuve. Quand vous faites pour l'homme, ça c'est une chose qu'on sait depuis 2000 maintenant. Ça fait plus de 20 ans qu'on sait qu'un homme de moins de 70 ans qui a une insuffisance érectile, c'est un marqueur de pathologie cardiovasculaire. Non seulement c'est un marqueur, mais c'est en plus un avertisseur dans les 3 à 5 ans d'accidents cardiovasculaires. C'est pour ça que moi je l'avais appelé l'angor de verge. Alors, homme de moins de 70 ans, d'accord ? Et vous voyez tout ça, je vous ai fait grâce de tout ça, mais ce sont des niveaux 1, des niveaux 2, ce sont des recommandations qui sont extrêmement fortes. Donc c'est une chose qu'on sait parfaitement bien actuellement, qu'un homme de moins de 70 ans, alors bien sûr si vous l'opérez d'une prostatectomie radicale, vous savez pourquoi il y a une insuffisance érectile, mais en dehors, ou une paraplégie, mais en dehors de ces cas très particuliers, un homme de moins de 70 ans ne doit pas avoir une insuffisance érectile. S'il a une insuffisance érectile, c'est qu'il y a un problème de santé quelque part. Voilà, ça c'est vraiment un message de santé générale qui est fondamental. Non seulement c'est fondamental, parce qu'en plus vous pouvez prévenir des accidents.
et il peut mourir. Donc c'est vrai, c'est de la médecine dure. Là, je vous parle pas de problème de bien-être, hein, d'accord, de problème sexuel. Je vous parle de la médecine dure. Donc c'est un puissant marqueur du risque cardiovasculaire et de mortalité. Et c'est probablement vrai chez les femmes. Alors, dans le monde de la médecine sexuelle, on le sait très bien, on montre très souvent, vous voyez, cet iceberg où on dit, voilà, en fait, vous avez une insuffisance érectile, hein, qu'on a ici, et dessous, vous avez plein de pathologies chroniques qui sont marquées. Alors, vous voyez déjà une différence, c'est que là, il y a marqué là-bas dysfonction érectile, et là, il y a marqué dysfonction de la femme. Donc, vous voyez, c'est déjà deux choses différentes. Nous, on parle d'un symptôme, et là, on parle de plusieurs symptômes. Donc, ce qui va déjà poser problème. Et vous voyez qu'il y a de plus en plus d'articles qui sont en train d'apparaître, comme vous avez là, qui disent que c'est un signe d'alerte de développement de maladies chroniques. Alors, vous voyez, quand on fait des études, hein, je l'ai pris comme ça, on regarde, vous voyez, c'est tout de même le niveau d'évidence, c'est du niveau 2, niveau 3, bon, surtout 2, donc le niveau d'évidence 2, c'est déjà pas mal. Il y en a de plus en plus, je vous en ai mis deux récentes, hein, qui montrent que chez les femmes de paraplégie, lorsqu'il y a eu une modification de lubrification, c'est probablement témoin de syndromes métaboliques qui peuvent contribuer aux dysfonctions sexuelles. La résistance des artères utérines et clitorales est associée à des risques cardiovasculaires et probablement ça. Donc vous voyez, de plus en plus, on voit apparaître, ça fait depuis 4-5 ans, hein, tout ça c'est extrêmement récent, on voit apparaître cette similitude, cette apparenté entre les facteurs physiopathologiques chez l'homme, et on se dit, il y a la même chose chez la femme. Ce qui pour moi ne m'étonnait pas, puisque finalement, anatomiquement et physiologiquement, ça fonctionne de la même façon. Donc il n'y a aucune raison de penser différemment. D'accord ? Alors que nous dit l'expérimentation animale ? Eh bien, vous voyez, c'est exactement la même chose, puisqu'ils ont dit, tiens, il y a ça chez l'homme, est-ce qu'il y a cette corrélation chez la femme entre les pathologies cardio-métaboliques et vasculaires, et en sachant que l'érection, la phase d'érection, enfin de tumescence et érection, ça correspond à la phase d'excitation, on est bien d'accord, hein. Donc vous voyez, c'est des études qui ont été faites sur une revue de la littérature, 28 études. On a regardé des modèles femelles d'animaux d'athérosclérose, d'hypertension, de diabète, obésité, et ils ont vu quoi ? Qu'il y avait des altérations fonctionnelles avec une diminution de la lordose, qui est un marqueur de l'activité sexuelle chez l'animal, la lubrification ou la circulation sanguine vaginale et clitoridienne, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait, comme chez l'homme, l'augmentation de la fibrose clitoridienne et vaginale. Donc vous voyez, on retrouve les mêmes choses. Donc il y a des preuves précliniques qui montrent que les maladies cardio-métaboliques altèrent la structure et la fonction des tissus génitaux féminins, entraînant une altération de la phase d'excitation sexuelle. On est encore tôt, il n'y a pas assez de preuves pour le dire, mais tout va dans ce sens-là. Et il faut même aller un petit peu plus loin actuellement, parce que vous savez que depuis une dizaine d'années, mesdames, vous avez voulu vous comparer aux messieurs, dont vous avez le même train de vie, vous faites plus d'accidents cardiovasculaires, notamment des infarctus que les hommes, sauf que chez vous, c'est beaucoup plus masqué et on s'en rend beaucoup moins compte. Et donc actuellement, il y a de plus en plus de publications et d'alertes sur la santé cardiovasculaire de la femme, hein, et il y a des liens avec la gynécologie, que vous avez dans les facteurs de risque qui sont déjà connus, c'est la ménopause prématurée, et après vous avez aussi par exemple les antécédents d'abus et de violences sexuelles, les risques psychosociaux, le manque de connaissances, vous voyez, tous ces facteurs qui sont des facteurs également de mauvaise santé vaginale et de mauvaise santé sexuelle, vous les retrouvez au niveau cardiovasculaire. Donc c'est très probablement vrai également chez l'homme. Alors je vous rappelle, ce qu'il faut bien se rendre compte, hein, je ne suis pas en train de vous parler de sexualité, là je vous parle de santé générale, de santé publique. Quand vous faites l'état de la santé de la population en France, il faut bien se rendre compte que, alors on va se dire, allez, avant 70 ans, vous voyez bien que dans les populations qui ont les trentenaires, dans la population générale, vous en avez déjà 25% qui ont une maladie chronique, et vous augmentez, vous voyez, à 50 ans, vous êtes à 1 sur 2. Donc les maladies chroniques, je vous disais ce matin, c'est 20 millions de personnes en France, je veux dire, et souvent il n'y en a pas une, il y en a 2 ou 3, et des facteurs. Donc c'est un problème qui est important. Or, la santé sexuelle, on va y arriver, c'est une fenêtre sur l'état de santé général. D'où l'importance du concept de dysfonction sexuelle prématurée, c'est-à-dire une baisse du désir.
on va dire avant 60 ans chez une femme, on peut dire 70 ans pour les hommes, pour simplifier, mais on n'a pas de preuve. Et deuxièmement, un trouble de la lubrification chez la femme non ménopausée. Une femme non ménopausée ne doit pas avoir des troubles de la lubrification. S'il y a un trouble de la lubrification, il doit y avoir un feu orange qui s'allume et qui dit il y a peut-être un problème. Alors ce qui change par contre par rapport à l'homme, bien sûr, c'est au niveau vaginal, qui est l'organe de la copulation. Alors qu'est-ce qu'il y a au niveau de la phase d'excitation? Vous avez une ballonisation vaginale, vous avez une lubrification vaginale qui est un transsudat qui témoigne d'une augmentation du débit sanguin et de l'augmentation de la période capillaire sous contrôle, et puis vous avez une augmentation du flux sanguin vaginal, vous l'avez vu tout à l'heure dans les Dopplers. Donc ça, c'est très spécifique aux femmes, mais on est toujours dans les mêmes phénomènes de myorelaxation et d'augmentation de la circulation. En plus, je vous ai dit tout à l'heure, les corps érectiles, finalement, c'est un organe qui est contracté 22 heures sur 24. Chez un homme, si vous faites une gazométrie et vous regardez quel est le sang qu'il y a dans les corps érectiles 22 heures sur 24, c'est du sang veineux. On n'est pas du sang artériel, d'accord, du sang veineux. À un moment, il faut bien que ça s'oxygène, ces tissus-là. Or, 22 heures sur 24, c'est contracté. Alors, quand est-ce que ça s'oxygène? Soit pendant les phases de rapport sexuel ou d'érection sexuelle, mais enfin, regardez votre expérience personnelle, ça fait combien? Ça fait pas beaucoup dans la journée, on est d'accord. C'est pour ça que la nature est très bien faite et qu'elle a fait les érections nocturnes, ce qu'on appelle le jogging nocturne du cœur périnéal. Donc cette pompe, elle se met en marche automatiquement la nuit pour s'auto-entretenir et que ça marche. Voilà, et comme c'est la nuit, ça ne nous gêne pas, c'est très bien fait. Donc chez l'homme, c'est sous dépendance androgène-dépendante, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas la même chose chez les femmes. Et vous voyez bien que ça un lien. Là, vous avez par exemple à gauche, ce sont des enregistrements des érections nocturnes, et à droite, on a donné du sildenafil, donc du Viagra, du tadalafil, etc. Donc vous voyez bien que lorsqu'on donne des produits la nuit, on va augmenter la durée des érections nocturnes. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas la même chose chez les femmes. Deuxièmement, ça nous rappelle quoi? C'est qu'en fait, quand vous avez des femmes et des hommes, bien sûr, qui ont des troubles de l'érection, est-ce que vous avez des troubles du sommeil? Alors, je vous signale que la dette du sommeil, les apnées nocturnes sont extrêmement fréquentes. D'accord? Donc, si vous dormez mal, votre jogging ne va pas être bon la nuit et la capacité des corps érectiles, ça va moins bien fonctionner. C'est pour ça que quand on fait une prostatectomie, par exemple, on coupe les nerfs érecteurs, il n'y a plus d'érection spontanée puisque le circuit électrique ne marche plus. Donc vous avez une fibrose qui peut survenir au niveau, parce que ça ne s'entraîne plus. C'est comme quand on met un plâtre, si on met un plâtre, le muscle qui s'atrophie, c'est exactement la même chose, le même principe. Donc je vous rappelle des choses qu'on oublie, mais qui sont des bases de la physiologie. 98% des érections annuelles sont spontanées. On nous parle toujours des érections lors des rapports, mais en fait les érections lors des rapports, c'est 2%, c'est presque rien. Et elles sont non relationnelles et elles ne sont pas à visée de reproduction. On nous parle toujours de la fertilité, mais les reproductions à visée de fertilité, c'est 0,01%. D'accord? Donc je dois me remettre les choses. 97% des rapports de 15 ans sont pour amoureux ou érotiques et pas à visée de reproduction. Il faut arrêter de se focaliser sur les seules érections relationnelles, mais privilégier aussi la préservation et l'entretien de l'éponge érectile active. Vous voyez, c'est pas la même chose. Lorsqu'on vous donnez un comprimé de tadalafil tous les jours à petite dose, vous favorisez la marche de cette pompe hydraulique. Et puis, bien dormir, prévenir et traiter les maladies cardiométaboliques, réduire tous les facteurs de stress, corriger les hypomanies et s'exerciser, tout ça va vous permettre de préserver la santé érectile de l'homme, mais la santé vaginale de la femme. Donc vous voyez, on a tout de même des moyens et on peut faire des choses. Donc le traitement local hormonal au niveau du vagin post-ménopause, j'ai mis s'exerciser, point d'interrogation, mais on entretient la trophicité des tissus en tout cas. D'accord? Donc vous voyez, c'est tout ça dans le sens de la prévention et je vous ai mis, c'est probablement vrai chez les femmes. Alors quoi de neuf maintenant? Là je vous ai mis ce que je montre souvent quand je vais pour des conférences pour les oncologues, je leur parle des cancers, c'est qu'actuellement il y a des nouveaux concepts qui sont préserver, réhabiliter la santé vaginale et sexuelle. C'est que vous faites une chirurgie, une radiothérapie, une chimiothérapie, vous allez avoir une atteinte de la santé au niveau vaginal, bien sûr, je veux dire. Donc on montre que c'est en train de bouger, mais si vous regardez bien attentivement, tout ça, vous voyez, ça date de 5 ans. Donc ce sont des choses qui sont vraiment assez récentes et c'est en train de s'imposer.
Alors finalement, les différences entre les hommes et les femmes. Organes reproducteurs, c'est très net, on est d'accord. Organes sexuels non reproducteurs. Les organes voluptueux sont les mêmes, vous avez bien compris, mais les différences sont surtout volumétriques. D'accord ? Puisque la finalité principale, c'est le plaisir, à la différence de l'animal. D'accord ? Le vagin est absent chez l'homme et chez les femmes. Il y a toute cette composante hormonale avec l'influence de l'estrogène qui joue, que nous, on n'a pratiquement pas. D'accord ? Et au niveau du cerveau, c'est le premier organe sexuel et chez l'homme et chez la femme, par rapport aux hormones, donc différence avec l'animal. Après, il y a des différences. Est-ce que c'est inné ou acquis ? On ne va pas rentrer là-dedans. Donc finalement, vous voyez, quand je vois toujours ces tableaux, je me dis, c'est bien, c'est joli, c'est bien. Après, le modèle biopsychomonal, donc là, il ne faut jamais oublier, moi je suis en train de vous parler de la biologie, la psychologie, socioculturelle. Chez la femme, je veux dire, on se focalise sur l'ensemble et on oublie le côté biologie. Ça me rappelle toujours, chez l'homme, il y a 40 ans, un homme qui avait une naissance érectile, soit on l'envoyait chez le psychiatre, soit on lui mettait une prothèse pénienne. Vous voyez, on simplifiait les choses et je trouve que chez les femmes, on n'a pas tout à fait bien établi ces différences. Donc, cette modélisation de la réponse sexuelle féminine globale, ok, mais je trouve tout de même que c'est un petit peu exagéré de tout centraliser chez l'homme au niveau de la verge et puis la femme. L'homme est un peu plus complexe que ça, mesdames, je vous rappelle. Donc, quand on voit un petit peu au niveau neurologique, vous voyez toute l'importance des stimulations génitales de la réponse génitale. Lorsqu'on stimule, alors c'est intéressant, vous voyez, lorsqu'on regarde des stimulations au niveau du cerveau pour l'orgasme, on voit bien qu'il y a le clitoris, mais il y a aussi le col et au niveau le vagin. Donc ça montre bien que lorsqu'il y a une stimulation qui est au niveau vaginal, qui est locale, qu'elle soit coïtale ou qu'elle soit digitale. Donc, ça fait depuis 25 ans, 30 ans que chaque fois que je vois... J'avais lu tout ce que disait Cobalt, et je connaissais tout ça. Mais le point G, c'est pas possible, ça ne peut pas exister le point G, parce qu'anatomiquement, il n'y a rien. Il y aurait plein de nerfs s'il y avait un point G. Or, en fait, pourquoi il y a ça ? En fait, c'est comme quand vous prenez l'homme, vous tirez en état d'érection, vous tirez sur le fourreau de la verge, vous mettez en tension les barreaux, les mécanorécepteurs au niveau du gland de la verge, et vous augmentez les stimuli. Ça doit être exactement la même chose chez les femmes. Donc quand vous avez une pénétration, vous mettez tout en tension, notamment là où il y a le plus de nerfs, c'est-à-dire au niveau du gland du clitoris, et vous augmentez la stimulation des barreaux et des mécanorécepteurs, même si vous le faites à 5 cm, 10 cm. Vous voyez, je veux dire, pour ça me paraît logique. Il y a une correspondance, il y a une base anatomique dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire des datas des dysfonctions sexuelles masculines ? Attention, comparaison rapide. L'évaluation anatomique, elle est beaucoup plus simple pour la phase d'excitation masculine, l'érection, ça se voit. L'érection masculine, c'est un phénomène physique qui est visible et qui peut être facilement évalué et objectivé. Et toujours penser la différence entre l'état de flaccidité et l'état d'érection, en sachant que chez la femme, c'est beaucoup plus difficile. Toutes les dysfonctions sexuelles masculines ne sont pas des marqueurs validés des maladies chroniques. Quand vous avez une éjaculation prématurée, ça ne veut pas dire que vous avez une pathologie cardio-métabolique. Mais chez les femmes, il faut avoir le même raisonnement. Toutes les dysfonctions sexuelles de la femme ne sont pas des marqueurs de pathologie cardiovasculaire. C'est ce qu'on fait actuellement. Vous voyez, on mélange tout. Donc il y a deux symptômes sexuels majeurs qui sont l'insuffisance érectile et la baisse du désir, qui sont caractérisés par une survenue prématurée, c'est-à-dire avant 70 ans, et c'est d'autant plus vrai que ce sont des marqueurs qui sont sévères et intenses. Chez les femmes, quand on fait l'interprétation des essais pharmacologiques chez les femmes, qu'est-ce qu'on évalue exactement ? Vous voyez, parce que finalement, quand on a les traitements qu'on utilise au niveau pharmacologique chez les femmes, on utilise les mêmes choses que chez l'homme, grosso modo. Vous voyez, chez les hommes, on utilise la même chose. Le problème, c'est que chez l'homme, on regarde au niveau de l'érection. Chez la femme, on va regarder au niveau des troubles du désir, des troubles du plaisir, des dyspareunies. Donc, vous voyez, je veux dire, on mélange un petit peu tout. D'ailleurs, ce qui explique que dans la pharmacothérapie actuelle pour les distorsions, elle est très discrètement supérieure à l'effet placebo. Et pour vous rassurer, mesdames, tout de même, quel est le principal maillon faible de la sexualité coïtale ? C'est la capacité érectile de l'homme. Parce qu'une femme qui a une insuffisance clitoridienne, elle peut néanmoins avoir un rapport. Un homme qui bande mou, il ne peut pas avoir de rapport. Donc on voit très bien, vous voyez, quand on regarde un petit peu quelles sont les principales causes du manque d'intérêt, ça c'est la population anglaise, vous voyez, c'est le partenaire. Chez les femmes, le partenaire a des difficultés sexuelles. Vous voyez qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes. Parce que quand vous avez un vagin qui est perméable, entre guillemets, vous pouvez avoir un rapport sexuel,
si vous n'avez pas d'érection, alors rapport sexuel avec pénétration et coïtal, on est bien d'accord, hein, hétéro, ok. Mais voilà comment ça se passe. En conclusion, donc je pense qu'il faut peut-être un petit peu changer. L'anatomie, la physiologie sexuelle génitale et le recul clinique des dysfonctions sexuelles de l'homme militent sur l'intérêt de ne pas négliger la dysfonction vagino-clitoridienne, la DVC par analogie avec la DE. Cette DVC, c'est une nouvelle dysfonction biologique génitale à toujours prendre en compte, mais à la différence de l'homme, pour l'évaluer, c'est pas simple, d'où l'importance de l'examen clinique et du contexte, santé mentale, physique, hygiène de vie, vous l'avez compris. Il faut réfléchir différemment dans l'approche des dysfonctions sexuelles de la femme et il ne faut pas sous-estimer les anomalies du complexe vagin-corps érectile, du clitoris. Donc tout n'est pas dans la tête chez la femme. Il y a aussi des causes locales, vous voyez ce que je veux dire, hein, il peut y avoir des sténoses, des fibroses du vagin. Ben, il faut examiner les gens, il faut les poser des questions et le vérifier. Comme chez l'homme, c'est un marqueur clinique, ce n'est pas un signal faible, c'est un signal fort actuellement. Surtout si la dysfonction elle est prématurée et ou sévère, ce n'est pas normal. Et puis, il y a un petit peu tous ces concepts nouveaux de préserver, de réhabiliter la santé vaginale et clitoridienne, donc, vous voyez, il y a les deux qui sont, et promouvoir l'activité intime adaptée, exactement comme on promeut l'activité physique adaptée actuellement au niveau du cancer et cardiovasculaire. Et merci pour votre écoute, et je vous rappelle qu'en septembre, on va parler un petit peu de tout ça avec les GF3S, début septembre. Continue. Ça va, je ne vous donne pas trop le tournis. Alors, je vais prendre ma casquette de vieux con. L'expérience clinique est-elle obsolète en 2022 ? Alors, de quoi parle-t-on ? L'expérience. L'expérience, c'est quoi ? C'est le fait d'acquérir volontairement ou de développer la connaissance des êtres et des choses pour leur pratique et par une confrontation plus ou moins longue de soi avec le monde. D'accord ? La connaissance acquise par les sens, soit par l'intelligence, soit par les deux, et qui s'oppose à la connaissance innée impliquée par la nature de l'esprit. Donc c'est une épreuve dont on peut tirer une leçon de sagesse. Donc on revient à tout ce qu'on a dit ce matin, vous vous souvenez avec les réseaux sociaux, etc. Donc on a un peu. Clinique, c'est quoi la clinique ? Il faut tout de même se souvenir, parce que les définitions de la clinique, c'est au pied du lit, d'accord ? C'est qui observe directement les manifestations de la maladie. La médecine clinique, elle vise à l'établissement du diagnostic par la pratique de l'examen clinique, c'est-à-dire l'interrogatoire et l'observation. En fait, ça inclut tout l'acte médical, c'est-à-dire le médecin ne soigne pas seulement avec ses ordonnances, mais par sa personne, par ses yeux ou par ses doigts et par la parole, clé de la communication interhumaine, qui lève les obstacles inconscients, libère la parole de l'autre et mobilise ses énergies pour la guérir. Et vous voyez, ça a été fait par le bulletin académique national de médecine en 2011 pour dire attention, un humanisme médical pour notre temps. La clinique commence à partir un petit peu en... je ne vous dis pas quoi. Médecine, art de la complicité qui implique l'art du dialogue et de la mise en confiance. Donc on se retrouve tout à fait dans notre pratique sexologique. Le problème actuel, vous le savez parfaitement bien, c'est que la paraclinique, les examens paracliniques sont en train de supplanter la clinique. Voilà, ça rapporte mieux, c'est plus simple, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Et vous voyez, donc c'est un problème qui a attiré l'attention, puisque la mort de la clinique, la médecine technique, la médecine tragique, la médecine 3.0, vous voyez, la technique au service de l'empathie. Ça pose question, quoi, ça fait réfléchir, d'accord ? Alors, Simone de Beauvoir, elle écrivait dans La vieillesse, le prestige de la vieillesse a beaucoup diminué du fait que la notion d'expérience est discréditée. La société technocratique d'aujourd'hui, vous voyez, donc elle a écrit en 1970, il y a 50 ans, n'estime pas qu'avec les années, le savoir s'accumule, mais qu'il se périme. L'âge entraîne une disqualification, ce sont des valeurs liées à la jeunesse qui sont appréciées. Pourtant, le jet reste bon, vous voyez. Donc quand on voit un peu tout ça, vous connaissez. Et donc maintenant, on voit même, vous voyez, l'Express, les vieux, c'est le péril gris. Donc vous voyez, ce matin, on est en train de parler un peu les jeunes qui sont dans leur monde, et puis les vieux. Alors stop aux préjugés. Attention, tout de même. Vous voyez, là, vous avez un instructeur de sexe qui travaille en plus gratuitement. Alors il faut rappeler les fondamentaux. C'est quoi les recommandations de bonnes pratiques professionnelles ? Et cette fameuse évidence-based médecine dont les jeunes me rabâchent tous les jours, mais c'est une preuve de l'évidence-based médecine. Le problème, c'est qu'eux me parlent des données de la recherche. Et moi je leur dis, mais la vraie évidence-based médecine, qui a été faite par Sackett, le promoteur d'évidence médecine, c'est un trépied avec bien sûr le niveau de preuve à l'instant T, mais aussi l'expérience clinique du praticien
et les préférences du patient. Et tout ça est très important pour la médecine de parcours, c'est la médecine de vie, des parcours de vie, de santé et de soins. Donc vous voyez, quand on a fait cette campagne de publicité pour le cancer, je suis une personne, je ne suis pas un cancer. Donc on ramène un petit peu l'humanisme, l'approche globale, et vous voyez que la sexologie est tout à fait dans cette approche-là. Et en plus, il faut rappeler, ce que les jeunes oublient complètement, c'est que les recommandations s'adressent à un malade moyen, d'accord ? Et par définition, un patient ou une patiente est le seul à pouvoir définir son bien-être et sa qualité de vie selon ses propres critères de valeur. Autre rappel fondamental, nous ne sommes pas en pathologie sexuelle, on n'est pas dans le domaine des signes, on est dans le domaine du symptôme. Un symptôme, c'est l'interrogatoire, un signe, ça se voit ou ça se palpe, d'accord ? Donc quand vous êtes, j'ai des problèmes d'érection, j'ai des douleurs, etc., on est dans le symptôme. Donc c'est invisible, c'est subjectif, c'est souvent masqué parce qu'il y a le tabou et la honte, donc c'est un diagnostic d'interrogatoire, donc c'est un diagnostic clinique, d'où l'importance d'être proactif en posant les questions et de dépister et traiter tôt, sinon on va entraîner une chronicisation et ça va être plus difficile à traiter. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les dysfonctions sexuelles de la femme. Et actuellement, on n'est pas dans un dialogue de sourds, mais un dialogue de muets. C'est ce qui se passe actuellement. Vous voyez, hein, chacun attend, et toutes les enquêtes montrent que les patients attendent une seule chose, c'est que ce soit le professionnel de santé qui commence à en parler. C'est pour ça que ce matin, je disais, quand on fait un examen clinique, vous êtes professionnel de santé, c'est à vous à ouvrir la porte. Alors, les patients ou la patiente le prend ou ne la prend pas, mais c'est à vous à aborder le thème de la santé sexuelle. Hein, ça, c'est votre rôle et c'est de votre éthique et responsabilité. Alors, toujours, ça c'est pour mes jeunes, tous les jours à la consultation, hein, tous les jours, je rappelle que la médecine fondée sur l'épreuve, il y a un défaut de fiabilité, car dans la vraie vie, on soigne une personne réelle et on ne soigne pas un malade moyen, d'accord ? L'absence de preuve d'efficacité, ça ne veut pas dire la preuve d'absence d'efficacité. Son caractère simplifié, modèle standardisé et l'absence de subjectivité contredit la pensée complexe propre aux médecins et aux patients. La médecine centrée sur la personne et le concept de décision partagée minimise l'asymétrie soigné-soignant et qui valide deux expertises et pensées complexes, le savoir médical et scientifique par rapport au savoir expérientiel du patient. C'est ce qu'on appelle le concept de l'expérience patient qui devient un marqueur actuellement de la qualité et de la pertinence des soins. Vous voyez, c'est en train de changer. Les préférences et les choix du patient, on a vu que c'était un des trépieds. Donc la vraie évidence-based medicine, c'est celle qui ne se cantonne pas qu'aux preuves statistiques, est en harmonie avec l'art médical, espace de liberté ouvert aux médecins pour exercer, outre sa compétence et sa rigueur scientifique, les intuitions issues de son expérience et de sa subjectivité. Par sa réduction trop systématique à un niveau normatif de preuves mathématiques et d'absence d'interdisciplinarité, l'évidence de médecine s'est transformée en fast-food de la médecine, notamment pour les jeunes générations où l'expérience apparaît désuète et peu pérenne, malgré l'obsolescence très rapide de l'évidence de médecine du numérique avec la loi de Moore, c'est l'augmentation exponentielle des progrès. Et donc, vous voyez que maintenant, il faut qu'on passe à l'évidence-based médecine sur l'évidence, enfin, la médecine fondée sur l'évidence à la médecine fondée sur les besoins et les demandes du patient. Hein, c'est la troisième ère de la médecine. Chose qu'il faut se souvenir, c'est à quelle vitesse les revues systématiques, les méta-analyses deviennent obsolètes. Ouais, je vais aller très vite. Bon, il faut savoir qu'actuellement, le temps médian de survie des métallistes est de 5,5 ans. Donc quand on vous dit je fais des preuves, dans 5 ans, ça se trouve, ça va changer. De nouvelles preuves significatives sont déjà disponibles pour 7% des revues au niveau de la publication et disponibles pratiquement pour 25% en 2 ans. Donc vous voyez, l'implication, c'est que les preuves cliniquement importantes qui modifient les conclusions sur l'efficacité des médicaments peuvent s'accumuler rapidement. Toujours que quand on me parle, quand mes jeunes me parlent de l'évidence bénéficiaire, je dis attendez, relativisez. Ça, c'est bon à l'instant T, mais qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Vous ne savez pas. Donc, relativiser, toujours par l'esprit critique. On est d'accord? Alors, on va parler des vieux chirurgiens. Donc, voilà, hein. La formation chirurgicale repose sur 4 buts et objectifs fondamentaux. Des bonnes connaissances, bonnes capacités, bonnes compétences techniques et un excellent jugement clinique. Cette dernière caractéristique ne peut être sous-estimée dans son importance, comme cet ancien président du Royal College des chirurgiens l'a dit un jour, il me faudrait 1 an pour enseigner à un stagiaire comment faire une opération, 5 ans pour lui apprendre à quand faire l'opération, mais toute sa vie pour leur apprendre à ne pas faire d'opération. Vous voyez, ça c'est l'expérience clinique et le raisonnement de la clinique.
J'ai toujours aimé beaucoup cette photo lorsqu'il y a le robot qui est apparu. Vous voyez, on voit le jeune avec le robot, extraordinaire, hein, très bien. Donc, c'est pour ça que, on dit que l'acte opératoire, c'est la partie facile de la chirurgie. La partie difficile, c'est de savoir s'il faut opérer, quand il faut opérer, quelle opération il faut faire. Et ça, c'est l'expérience et la clinique qui nous l'apprend. Donc, souvenez-vous, vous avez dit la pyramide de Maslow, mais il a dit ça aussi, si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez à tout voir, à voir tout problème comme un clou, et ça c'est assez vrai actuellement. Donc je vais passer pour un vieux con, mais le pire con c'est le vieux con, on ne peut rien contre l'expérience, mais un jeune con, il y a sûrement plus redoutable qu'un vieux, il a tout l'avenir devant lui. Vieux chirurgien, est-ce qu'il est incompétent, est-ce qu'il est dangereux ? Alors vous voyez qu'on a un problème important car les chirurgiens pédiatriques ont plus d'expérience dans la prise en charge, ce qui doit être équilibré avec la diminution potentielle de leur capacité à fournir des soins chirurgicaux de haute qualité, en raison des limitations fonctionnelles liées à l'âge. On court moins vite à 60 ans qu'à 20 ans, c'est évident. Par contre, quand on regarde un petit peu l'âge du chirurgien, vous voyez que finalement, donc du côté gauche, à votre, là, c'est bon, il n'y a que 2 spécialités où finalement il vaut mieux être plus jeune, et comme par hasard, c'est l'urologie et la gynécologie. Donc, j'ai trouvé ça rigolo, mais bon, c'est comme ça. Bon, cela dit, c'est pas, on est près de la barre. Donc un vieux chirurgien, il sait opérer, voilà en clair. Alors, très rapidement pour vous, vous compreniez, parce que ce n'est pas de votre domaine, mais vous avez un monsieur de 55 ans qui est adressé pour une PSA. PSA 4, c'est un cancer débutant. C'est un monsieur qui n'a rien de spécial, un petit cancer, donc tout à fait standard, rien de spécial. Mais, regardez bien la fin, lors de la consultation, il vous signale une insuffisance érectile associée à une baisse du désir sexuel depuis 1 an. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je vous le mets en 1000, je suis prêt à parier 1000 euros. 1000 euros, vous demandez ça à 10 urologues, il y en a 9 sur 10, pour pas dire 10 sur 10, qui vont nous dire prostatectomie radicale. OK ? Bon, OK. Ce qui n'est pas un bon choix, hein, j'ai rien à dire. Alors, qu'est-ce qui est devenu ce brave monsieur de 55 ans ? Tout va bien, on l'a opéré, il a des petites fuites, pas d'érection spontanée, ça, bon, malheureusement, ça arrive, c'est fréquent, voilà, mais bon, on peut considérer qu'il est guéri. 4 mois après, il va se balader en montagne, et puis son médecin vous écrit, il a fait un infarctus du myocarde lors d'une excursion en montagne. Ah, problème. Donc, il est mort, il avait moins de 50, il a 50 ans, donc il est mort tôt. Est-ce qu'il y avait eu une signal d'alerte ? Est-ce qu'il y avait un prodrome ? Non, vous allez me répondre oui. Donc il faut faire une évaluation des pratiques professionnelles et la pertinence des soins. Quelle était la priorité en termes de mortalité prématurée évitable chez ce monsieur ? Il allait mourir de quoi, ce monsieur ? Quel était son vrai problème ? Parce que c'est quoi votre problème ? D'accord ? La priorité, c'est la clinique. On aurait dû écouter la clinique. Et qu'est-ce qu'il nous disait dans la clinique ? Il nous disait, j'ai une insuffisance érectile et en plus une baisse du désir. Donc d'accord, vous allez dire, attention, est-ce qu'il n'y a pas une pathologie cardiovasculaire, est-ce qu'il n'y aurait pas un hypogonadisme ? Et quand vous voyez le score de Framingham, alors pour ceux qui n'êtes pas assez, vous voyez qu'en fait, il risquait de mourir de son problème cardiovasculaire 37% à 10 ans. Par contre, de mourir de son problème cardiaque, vous voyez, c'était 97%. De ne pas mourir, d'accord. Donc, en fait, le danger chez ce monsieur, c'était pas du tout son problème de cancer de prostate. Sa priorité, c'est pas ça. Donc, vous voyez, c'est toujours ce que j'ai montré tout à l'heure, l'importance des comorbidités. Et vous avez vu qu'il y en a beaucoup dans la population générale, parce que ça, c'est valable également dans le cancer du sein. Et il y a les comorbidités dans toutes les cancers, c'est pareil. C'est les comorbidités compétitives. Quand vous avez une maladie, vous allez mourir de quoi exactement ? Ou vous allez avoir des problèmes de quoi ? Donc, toujours évaluer l'état de santé, l'espérance de vie et le risque de mortalité, mortalité prématurée. Donc, pour ça que j'avais fait, vous voyez, en 2000, dépister la dysfonction érectile. Est-ce que c'est une utopie ou un devoir ? Ça reste toujours pas une utopie, mais presque, je vais dire, on le va. Alors, d'autre part, vous voyez, il faut se souvenir que le problème de l'hypogonadisme, de la baisse du désir et l'insuffisance érectile, ce sont de très bons marqueurs d'hypogonadisme. Ouais, je veux dire. Donc, mais aussi, on a une baisse de la testostérone en cas d'obésité, en cas de dépression, de troubles du sommeil, de diabète également. Donc vous voyez, tout ça, c'est la clinique va vous renseigner là-dessus. Donc vraiment, ce qui est nouveau actuellement, c'est un changement de paradigme, mais qui n'a pas encore... les gens ne sont pas encore... C'est que lorsque vous évaluez la santé sexuelle, vous évaluez également la santé globale. Mais ça, c'est valable pour 2 signes. L'insuffisance érectile, ou l'insuffisance clitorido-vaginale, et la baisse du désir, qui sont des marqueurs cliniques simples et pertinents de maladies chroniques majeures, notamment cardiométaboliques, troubles anxieux.
Donc, nombre d'entre elles peuvent engager le pronostic vital. Et évidemment, on va s'occuper aussi du bien-être et de la qualité de vie pour répondre aux demandes et aux besoins du patient. Donc, l'importance à nouveau de la clinique. Je rappelle, ça les gens ne savent pas, que l'activité sexuelle, c'est un marqueur pertinent de l'état de santé. Vous voyez, ça a été montré longtemps. Les gens qui ont une bonne santé ont une durée de vie sexuelle plus longue que ceux qui sont en mauvaise santé. Et l'activité sexuelle est associée à un risque plus élevé de mortalité, toutes causes confondues, et de cancer. Donc vous voyez, l'activité sexuelle, quand on s'occupe de santé sexuelle et d'activité sexuelle, c'est un marqueur au niveau global. Je vous fais de la stratégie de santé publique, mais c'est important que vous compreniez quelle est la place de la santé sexuelle et de la vie sexuelle dans la prévention. Alors, la prévention primaire, c'est fume pas sinon tu feras un cancer du poumon, d'accord? Donc, c'est prévenir la survenue d'une maladie. La prévention secondaire, vous avez un cancer. Si je fais de la prévention secondaire, c'est que je vais traiter certaines anomalies pour améliorer le traitement du cancer, d'accord? La prévention tertiaire, c'est simple, c'est que je traite les complications de la maladie ou des complications, et la prévention quaternaire, c'est que j'évite de surmédicaliser. Voilà, donc je ne traite pas un cancer de prostate, comme le monsieur tout à l'heure, c'était pas la peine. Enfin, lui, il avait 55 ans, il aurait 20 ans de plus, on ne l'a pas fait. Donc, pour revenir à mon fameux monsieur du cancer de prostate, est-ce qu'il avait une priorité carcinologique? Oui. Une stratégie de prévention? Oui. Secondaire, parce qu'on pouvait améliorer son cancer à ses maladies? Oui. Tertiaire, sa qualité de vie? Oui. Quaternaire? Non. Hein, et primaire, oui, dans son cas, ce qui était prioritaire, puisqu'on évitait d'avoir des accidents cardiovasculaires. Donc, vous voyez bien, encore une fois, c'est l'importance de la clinique et de l'expérience clinique. Donc, il faut identifier tôt les déterminants modifiables, donc la prévention primaire secondaire. Alors, un autre exemple, là, je prends une femme, patiente de 50 ans qui a un cancer du poumon, bien contrôlé par une chirurgie vasculaire, a priori très bien tolérée. Le partenaire préoccupé signale une baisse du moral qui va en s'aggravant. Elle se plaint de fatigue et dit que ça ne va pas. Vous la trouvez tristounette. Est-ce qu'il faut évoquer la problématique de la santé sexuelle de la vie intime? Ça, je vous mets également 1 000 €, que je serais étonné qu'un pneumologue ou un oncologue pose la question. En l'occurrence, c'est une dame qui avait déjà une dyspareunie liée à une préménopause, qui s'est aggravée depuis sa chimiothérapie, dont elle n'ose pas parler. Donc on sait que c'est une des problématiques de certaines chimiothérapies, d'où une conduite d'évitement des rapports sexuels avec une baisse du désir, un défaut de communication avec une crainte que son partenaire s'en aille, un syndrome dépressif avec des troubles du sommeil aggravants. Et vous savez, je vous rappelle que lorsque vous avez une dépression, la dépression par elle-même, c'est un facteur de mortalité. Donc vous voyez qu'il faut avoir cette prise en charge globale. Et donc finalement, on s'occupe de problèmes de santé sexuelle, vous débouchez sur des choses très pratiques. Okay, donc à nouveau, l'important, alors là, c'est pas pour montrer, dans l'étude Vican 2 ans après, vous voyez que finalement, c'est pas si rare que ça. Hein. C'est 20% des femmes qui trouvent qu'elles sont insatisfaites quant à la fréquence actuelle des rapports sexuels. Donc, vous voyez, ça arrive, 20%. Lorsqu'on fait les recommandations américaines de cancérologie, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il est recommandé que tous les patients soient périodiquement évalués à la recherche de syndromes de dépression et d'anxiété. La baisse du désir, l'insuffisance érectile prématurée et probablement l'insuffisance de lubrification prématurée, ce sont de très bons signes cliniques, marqueurs de syndrome anxio-dépressif. Donc encore une fois, la clinique. Quand on demande aux gens âgés dans la population âgée quelle est l'importance de la santé sexuelle et la satisfaction, les messages clés, c'est que c'est un aspect très important, y compris chez ceux en mauvaise santé, que la sédimentation est significativement plus basse chez les hommes et les femmes en mauvaise santé, ça on pouvait prévoir, mais par contre que la vie affective et sexuelle des personnes vulnérables, malades, handicapées, doit être prise en compte parce qu'elles ont les mêmes besoins et droits que celles qui sont en bonne santé. Donc il ne faut même pas l'oublier, hein, c'est pas parce qu'on est vieux et malade qu'on n'a pas le droit à avoir une activité intime. Or, quel est le problème actuellement? Et là, j'aurais mis en 2002, en 2012, 2022, j'aurais mis exactement la même chose. Les impacts, les demandes sont fortes, les demandes et les besoins sont bien identifiés. On a des traitements sont efficaces, mais les repérages et les réponses soignantes sont très insuffisants, dont l'importance de la clinique. Donc, vous voyez que ça permet un dépistage opportuniste de difficultés sexuelles, bien sûr, d'effets indésirables non sexuels, si vous avez envie de dégueuler, si vous avez mal, vous n'avez pas envie d'avoir de rapport sexuel, donc ça vous permet de les déceler, psychosocial, de comportement de santé et de santé somatique et ou mentale. Donc vous voyez bien, tout ça est intriqué, interdépendant et synergique, donc ça permet d'avoir une approche globale et holistique, et il faut surtout déterminer les déterminants modifiables, ce qu'on peut changer. En conclusion,
Restaurer la clinique, je vous rappelle le titre, c'est est-ce que ça a encore une importance en 2022? Ben non, oui bien sûr. Restaurer la clinique et l'humanisme inhérent, c'est un défi, une priorité contemporaine et de plus en plus. L'écoute et l'observation des malades et des aînés, plus l'humilité, ça conduit à la sagesse. La médecine personnalisée, la décision partagée, c'est une approche obligatoirement clinique centrée sur le malade, ses valeurs et ses souhaits. Concilier le médecin et l'ingénieur, car le prendre soin diffère de faire du soin, mais il faut les deux. Et on a une singularité asymétrique de la relation médecin-patient, une confiance qui rencontre une conscience. C'est la clinique et l'expérience qui sont toujours prépondérantes. Et vous voyez ce que disait déjà La Rochefoucauld, nous avons tout nouveau aux différents âges de la vie et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années. Donc j'ai encore à apprendre malgré mon âge et on se retrouve tous à Montpellier. Merci à vous. Alors, il y a un petit remaniement, c'est que Marie-Laure Gamet, notre collègue, est retenue pour des raisons familiales. Et donc, je vais vous demander toute votre indulgence parce que effectivement le topo, parce que je trouve que le sujet est quand même important et le topo, je le connais depuis 1 heure. Donc, ce que je propose, c'est de faire quelque chose de très interactif, à la fois entre ceux qui sont plus experts dans la santé sexuelle et puis vous tous, faire quelque chose d'un petit peu plus concret et pragmatique, si vous voulez partager un peu les expériences. Voilà, donc la coordination entre les soignants, rôle de chacun dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Alors bien sûr, pourquoi parler de coordination et pourquoi surtout se dire qu'on a besoin de se coordonner dans cette problématique? Et bien, comme vous le savez, il y a beaucoup de problématiques en santé sexuelle qui nécessitent de collaborer énormément. Et j'ose à peine vous parler des dyspareunies ou du vaginisme qui nécessitent effectivement une prise en charge pluridisciplinaire encore plus importante. La même chose dans les violences sexuelles. Et d'autant plus qu'on est dans des situations souvent complexes. Et des victimes mineures, des victimes adultes, des auteurs adultes, mais aussi mineurs, de 30 à 40%, des violences intrafamiliales ou de l'environnement proche, et puis parce que c'est extrêmement tabou, il y a le silence, extrêmement difficile d'arriver à avoir l'information et de s'en rendre compte, parce que le plus souvent on passe à côté. Et nos patients, des fois, mais évidemment, on était loin de se l'imaginer. Et puis parce que les conséquences dans le temps, du fait du mécanisme des traumas, alors moi je suis très inspirée actuellement, point de vue réflexion, avec ce qui se passe actuellement, qui est extrêmement anxiogène, c'est effectivement la guerre, par exemple. Et moi j'ai une analyse extrêmement criminalo-balistique des violences sexuelles en ce moment. Et puis parce que l'aspiration de messages de Poutine sur les nouveaux missiles, avec cette histoire d'avoir, en fait, on parle du point d'impact. Et puis cet effet blast, onde de choc de la balle ou du missile. Et c'est ce qui se passe un peu dans les violences sexuelles. Vous avez effectivement ces situations traumatiques évidentes, avec le viol, et le viol ou les agressions. Et souvent, les neurosciences ne sont intéressées qu'à ça que récemment, sur effectivement l'importance du psychotrauma. Et ça, c'est l'importance de l'impact sur le psychisme. Et actuellement, il y a des recherches extrêmement intéressantes sur l'impact, donc cette balle, et l'onde de choc locale, et ce qu'on ne voit pas tout de suite. Donc, avec le temps, vous avez cette onde de choc cérébrale, mais vous avez une onde de choc corporelle qu'on a négligée, qu'on est aujourd'hui en train de mettre vraiment en avant avec toutes ces recherches moléculaires. Et on s'aperçoit qu'il y a des molécules inflammatoires énormément présentes dans le point d'impact de la violence sexuelle. Exemple, si vous avez été violé avec pénétration, vous avez aujourd'hui des recherches qui démontrent qu'au niveau du périnée, vous avez énormément, en tout cas plus que quelqu'un qui n'a pas été violenté, de molécules inflammatoires au niveau du périnée. Ce qui fait qu'il y a tout un processus inflammatoire local qui peut expliquer des tendinites, des douleurs, des dyspareunies évidemment, des troubles de l'excitation, donc par des raisons organiques. Donc essayez d'avoir une vision très large
de l'impact des violences sexuelles, psychisme, le psyché, le corps, et bien sûr une relation entre les deux extrêmement complexe et dont on ne fait que découvrir encore les effets. Et donc on se préoccupe du comportement des fois inapproprié de la personne, de la victime, mais maintenant on va réfléchir sur toutes les maladies chroniques que cela engendre, et donc se préoccuper quand vous avez quelqu'un qui présente une maladie chronique, et notamment pour vous au niveau du périnée, de poser bien la question qu'on devrait tous poser déjà de façon systématique, mais de vous demander si cette personne n'a pas vécu, n'a pas subi des violences, et notamment sexuelles. Ça, c'est très important d'avoir cette idée donc, de conséquences psychiques et somatiques. La tête souffre, toutes les pathologies qu'on voit dans le système effectivement amygdalien, de la mémoire, des comportements émotionnels. Donc ça, c'est tout le circuit du psychotrauma. Vous avez des conséquences somatiques, le corps, une maladie chronique, et puis bien sûr, toutes ces pathologies qui sont autour de l'émotionnel, que ma collègue met autour du cœur. Mais ayez bien une vision très large et un impact délabrant sur tout l'organisme, et donc source, pour rejoindre ce que dit Pierre, d'une très mauvaise santé globale de ces personnes. D'ailleurs, ça va jusqu'à une espérance de vie, vous savez, qui est diminuée de 6 ans pour ceux qui ont subi des violences sexuelles quand ils étaient jeunes. Donc, conséquences sur la santé mentale, vous avez dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles du comportement alimentaire, les conduites addictives, les agressivités, les répétitions des éléments traumatiques dans les relations, bref, tous ces comportements émotionnels cognitifs qui sont inappropriés finalement, et que la police, justement, quand ils sont en train de recueillir les plaintes, ont du mal à comprendre ces victimes. Et même si on vit avec la famille, le couple, c'est difficile d'avoir une sexualité, par exemple, avec un partenaire ou une partenaire ayant subi des violences sexuelles. Conséquence sur la santé somatique, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches dessus, les troubles génito-urinaires. Donc pour nous, ce qui nous concerne, dysménorrhée, endométriose, vaginisme, douleurs pelviennes chroniques, cystite à répétition, tous les troubles cardiovasculaires, le pulmonaire, les allergies bien sûr, les troubles neurologiques avec l'épilepsie, bien sûr des perturbations hormonales. On sait avec ce circuit neuro-endocrinien qui est une des conséquences du psychotrauma, les troubles dermatologiques, les fibromyalgies, où on sait que la part de dysfonctionnement émotionnel est importante. Donc vous voyez, il faut avoir un esprit large, donc c'est complexe. Et donc, on va aussi avoir, bien sûr, purement la pathologie aussi sexuelle, avec effectivement la sexualité des adultes et le développement sexuel des enfants. Donc, il faut bien envisager le fait, quand on a été victime de violences sexuelles, d'être toute sa vie une forme de continuum face aux troubles initiaux. Donc, vous êtes vraiment dans la balistique. Vous avez l'impact de la balle, et dedans, il y a un délabrement des ondes de choc, ce qu'on appelle les plastes, primaires, secondaire et tertiaire, c'est-à-dire que la balle ou le missile va vous donner des dégâts différents qui vont au fur et à mesure progresser dans l'organisme. Donc ça, c'est avoir vraiment une vision délabrante et qui n'est pas forcément visible comme ça. Donc, il faut bien se préoccuper des conséquences, par exemple, de ces violences sexuelles sur leur comportement sexuel. Forcément, notre développement sexuel va être affecté. Et donc, il y a quelque chose d'important qu'on a essayé de faire passer à la commission Blanquer sur les violences envers les enfants et l'inceste. C'est l'histoire de tous ces jeunes dont on ne sait que faire dans les écoles et qu'on va d'ailleurs stigmatiser. Oh, t'as vu, c'est encore lui, qu'est-ce qui nous embête en récréation ou dans les toilettes? Vous avez des jeunes qui ont des comportements anormaux. Et au lieu de se préoccuper, de se dire mais qu'est-ce qu'ils doivent vivre dans leur vie personnelle, ces jeunes, on va leur dire mais celui-là, il n'est pas normal, d'ailleurs on va le mettre en commission disciplinaire, on va l'expulser, on va le mettre dans une autre école et dans une autre école, et on ne va jamais se préoccuper de ce qu'ils vivent réellement. Et il faut savoir jusqu'à 80% des jeunes qui ont des comportements sexuels problématiques sont eux-mêmes victimes de violences sexuelles. Donc quand on a quelqu'un, de façon générale, qui a un comportement inhabituel ou particulier, essayez d'avoir le réflexe de chercher s'il est victime de violence. Donc ça, il faut le savoir, que les garçons, par exemple, qui ont des comportements sexuels problématiques, non seulement ils sont victimes, mais effectivement, ils peuvent aussi 5 fois plus devenir auteurs de violences sexuelles.
Donc là, on est vraiment aussi dans la prise en charge, mais aussi dans la prévention. Si on veut diminuer le nombre de violences sexuelles en France, il faut se préoccuper des auteurs aussi. Sinon, on n'en sort pas. Les enfants filles risquent x3 conduite sexuelle à risque. Ça va être justement ces jeunes femmes, ces filles qui vont ne pas se préoccuper de la contraception, avoir justement des IVG à répétition et précoces. Enfin, il y a vraiment quelque chose à se préoccuper. Et bien sûr, il y aura des troubles de la sexualité à l'âge adulte, avec des douleurs sexuelles à la pénétration, vaginisme, troubles du désir, de l'excitation, du plaisir, des addictions sexuelles, des paraphilies, etc. Donc en fait, toujours se poser la question du passé de la personne et de ce qu'elle vit aussi dans le présent. C'est une situation d'urgence, mais souvent on la prend ponctuellement, cette problématique. Et puis après, pouf, c'est ce qui a été dit dans la commission Blanquer, que deviennent les victimes? On s'en occupe pas, hein, on s'en préoccupe plus, on a fait les signalements, et après, on ne sait pas. Donc c'est important de se préoccuper, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions dans la stratégie nationale de santé sexuelle qui visent à se préoccuper de la prise en charge du soin auprès de ces victimes. Donc c'est vraiment l'idée de l'intervention pluridisciplinaire au titre de la santé. Donc c'est vraiment des situations qui relèvent d'autres champs que la santé, évidemment, justice et sociale. On est vraiment dans quelque chose de coordonné, avancer dans sa prise en charge soignant avec ce constat, effectivement, comprendre ce que font d'autres professionnels, comprendre ce que font des bénévoles, puisqu'il y a les associations derrière, réfléchir au prendre soin, au soigner, dans l'intérêt des victimes, et puis parce que ces victimes deviennent vraiment des populations vulnérables. Et en termes de santé globale, c'est important de l'avoir en tête. Alors, je ne citerai pas les cas cliniques qui lui sont très personnels, mais en tout cas, voir vraiment cette approche de grande conception du soin qui est le care et le cure. C'est très à la mode maintenant, je crois qu'on a tous compris, on a beaucoup parlé ce matin. C'est des notions qui se complètent et qu'on doit tous avoir à l'état d'esprit et pouvoir se coordonner autour de tout cela. Hein, il y a le care et là c'est très important avec les victimes et d'être dans se soucier de faire attention. Prendre en charge, il faut être non seulement empathique, mais il faut vraiment penser à toutes les formes de vulnérabilité que ces victimes peuvent avoir. Il faut s'organiser, s'adapter. C'est une notion de responsabilité. Il faut prendre le soin, le travail affectif qu'il faut réaliser, surtout autour de l'état émotionnel. Donc là, il faut avoir des compétences et savoir justement si on a un patient ou une patiente, pouvoir l'adresser effectivement à nos collègues et travailler tous de façon effectivement coordonnée. Donc c'est vraiment cet esprit-là qu'il faut d'autant plus avoir dans les prises en charge des patients victimes de violences sexuelles. Donc effectivement, beaucoup d'émotions, beaucoup de résignation, mais aussi beaucoup de professionnels qui se trouvent démunis et qui ont besoin d'aide aussi. Donc c'est important de travailler et puis de se former aussi, hein, ça c'est dans l'intérêt des victimes. Il faut se soutenir effectivement. C'est la démarche de care pour les soignants et les autres personnes qui interviennent dans une situation dans l'intérêt des victimes et surtout pas travailler de façon isolée. Donc vous voyez, dans le cadre des violences, les médecins généralistes, les sages-femmes, les kinés, les gynécos, les psychos, les médecins acupuncteurs, il y a même les sophros, il y a neurologues, ostéopathes. De toute façon, ça touche à tout le monde et tout ce que je vous ai dit dans les pathologies rhumatismales, pathologies inflammatoires, pensez aux violences. Donc il y a aussi, on pourrait rajouter rhumato, ça c'est pas un souci, mais il faut avoir vraiment cet esprit le plus large possible autour des violences. Donc la démarche de care s'est avérée très pertinente pour mettre en œuvre des soins de médecine sexuelle qui étaient innovants, inconnus. Donc voilà, ma collègue porte vraiment l'importance sur le care, échange, rencontre des soignants, intervision. Et moi je pense qu'il faut d'autant plus bien mettre en place la formation en fait, et les supervisions, des choses où on puisse échanger et augmenter en degré de compétence aussi. Donc ça c'est très important. Donc voilà, c'est ce qui, de toute façon, dans la stratégie nationale aujourd'hui, où on prend bien en compte les violences de plus en plus, et notamment aussi penser à toutes les populations vulnérables. C'est aussi la précarité sociale, les minorités sexuelles. Enfin, ça, faut vraiment l'avoir en tête. Donc, évaluation diagnostique, santé sexuelle, approche sexologique
pour les médecins sexologues, pour ceux qui se préoccupent plus de santé sexuelle, mais je pense que tout le monde est concerné effectivement, et il faut vraiment avoir une approche qui est de sensibilisation ou de formation de l'ensemble des professionnels de santé à la santé sexuelle, à l'approche sexologique et aux violences sexuelles, comprendre la réalité des conséquences psychiques, somatiques et sexuelles comme fléau de santé publique, comprendre l'importance de toutes les prises en charge quand c'est une situation de violence sexuelle. Et quand on est mis en difficulté avec des patients, il faut aussi avoir ce réflexe, se dire est-ce qu'il n'y a pas une perturbation émotionnelle chez la patiente, et se référer, se préoccuper de savoir s'il y a eu des violences. Donc ça, c'est important. En pratique, donc oui, elle rappelle qu'ils sont dans son secteur, effectivement, dans des expériences, ils sont dans des protocoles un peu d'expérimentation sur des prises en charge, effectivement, de victimes. Donc c'est Lille qui... notre collègue travaille à Lille. Donc voilà, elle parle de son expérience et bien sûr d'avoir cette démarche de care, porter attention, organiser l'accès aux différents soins, mettre en œuvre les soins et donc les interventions, les échanges, voilà. Surtout dans les contextes de complexité, on pourrait reporter toutes ces problématiques, comme je vous l'ai dit, aux dyspareunies, au vaginisme et à d'autres problématiques bien plus complexes. Aujourd'hui, on est plus encore sensible à l'endométriose, on est bien dedans aussi, dans cette vision de coordination et de travail interdisciplinaire. Voilà, toujours donc cette notion émotionnelle, psychique et somatique. Et donc, effectivement, dans toutes ces victimes de violences, avoir premièrement la prise en charge initiale, médecins, sexologues et ou psychosexos, évalués selon le niveau de sévérité pressenti, articulés avec les prises en charge classiques, santé mentale, somatique, prise en charge relais, infirmiers, sexologues pour des situations inscrites dans la durée, évaluation diagnostique et thérapie sexuelle en fonction donc, de cette évaluation, la pharmacologie et tous les soins coordonnés qu'on peut rajouter effectivement, qui sont multiples et qui dépendent de la catégorie professionnelle de l'acteur de santé. Donc voilà, donc une coordination après bien sûr qui s'évalue et qui n'est pas facile, effectivement. Des équipes de professionnels de santé plus engagés dans le champ des violences sexuelles, rôle fondamental des secrétaires, des hôtesses d'accueil bien sûr, et renforcer la cohésion des équipes sur ce sujet des violences pour dépister plutôt émulation des équipes. Je trouve cette slide assez intéressante de ma collègue, c'est se préoccuper effectivement des violences, mais aussi de la coercition sexuelle. Et je crois, on avait une discussion tout à l'heure entre collègues, de toute cette problématique du quotidien où on voit les violences sous différentes formes. Et vos patientes l'ont sûrement vécu une fois. Alors, en tout cas, c'est assez fréquent. C'est toutes ces fois où on fait l'amour sans vraiment le vouloir. Et qu'on le fait soit parce qu'on est manipulé, soit parce qu'on est un peu alcoolisé, ou soit parce qu'on veut être tranquille, parce que notre mari nous fait bien galérer quand il n'a pas ce qu'il veut pendant 3-4 semaines. Il boude, il tire la gueule, il est insupportable. Et du coup, à un moment donné, on va lui dire oui, mais pas parce que j'en ai envie, mais parce que je veux qu'il me lâche. Hein, donc ça, c'est de la coercition sexuelle. Ce n'est pas judiciarisé, c'est sûr, mais ça fait partie des violences. Donc il y a plein de signaux comme ça qui montrent qu'effectivement, on subit des violences d'une façon ou d'une autre. Donc elle précise donc l'ABCDEF du consentement. Avez-vous du bonheur dans votre vie intime de couple? Trouvez-vous la demande de relations sexuelles de votre partenaire en accord avec la vôtre? Vous sentez-vous libre d'exprimer votre envie de relation intime avec votre partenaire? Estimez-vous que vos relations sexuelles sont fun? C'est agréable, c'est bien. Osez-vous lui dire non, je n'ai pas envie, car vous n'avez pas envie de relations sexuelles, ou l'inverse? Vous voyez, la notion du consentement, c'est assez complexe. Et il faut se poser les questions et savoir vraiment si le couple va bien et si la relation, où elle en est. Ça, c'est important, à un moment ou à un autre, que vous puissiez glisser une petite question sur ce qui se passe à la maison et l'état de la relation du couple. Voilà, donc coordination effectivement entre le secteur de la santé mentale, santé somatique, les autorités judiciaires et de police. Donc c'est vrai que la médecine sexuelle aura été promotrice avec des consultations dédiées aux soins sexologiques des victimes en santé mentale et en santé somatique. L'avenir, que certaines victimes ne seraient pas allées qu'en santé mentale, mais avoir une vision bien plus large de tous les problèmes, encore une fois,
de tout l'effet d'onde de choc de l'impact, de voir une vision plus large de la problématique et de faire intervenir tous les professionnels concernés par les conséquences des violences sexuelles sur le champ de la santé globale. Donc, merci de votre attention de sa part. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'il nous reste 15 minutes, c'est effectivement, puisqu'on a eu une session extrêmement large par rapport à vos pratiques, à nos pratiques, si vous voulez qu'on en profite pour discuter, est-ce que vous avez des questions ou des expériences à nous faire partager? Oui, merci. Bonjour. Merci d'avoir pris le relais de Marie-Laure. Donc, moi, je suis Michael Michelin, je suis psychologue et sexothérapeute et j'interviens depuis 1 an maintenant dans un dispositif violence intrafamiliale en coordination avec la police sur le Tarn-et-Garonne. Et par rapport à ce que tu as montré, ce qui est très juste, c'est que cette coordination interprofessionnelle sert aux intervenants, aux soignants à ne pas être seuls et à pouvoir se coordonner déjà aussi, par refaire, par redire, par faire redire. Et aussi pour les personnes qui sont accueillies, ça évite une errance, parce que parfois on leur a dit, ben oui, madame, vous avez eu ça, il va falloir aller voir un psychologue. Et prenez votre bâton de pèlerin, puis débrouillez-vous. Et c'est vrai que quand on est sur des réseaux coordonnés de parcours, ben aussi ces personnes, enfants, femmes et hommes, puisqu'on a eu quelques hommes sur le Tarn-et-Garonne dans l'année écoulée, ben, ils arrivent à s'inscrire dans la démarche de soins, parce qu'on est coordonnés. Voilà, c'était pour compléter. Pour répondre un peu à votre question, actuellement, dans la stratégie nationale de santé sexuelle, il est programmé de donner une lisibilité aux ressources qui est au niveau des territoires et des régions. Alors que ce soit dans le domaine des violences, dans le domaine des maladies chroniques, dans le domaine du cancer, actuellement, c'est vraiment une demande très très forte de pouvoir organiser la réponse en termes d'offres de soins et qu'on sache quelles sont les compétences qui sont disponibles. Ça peut être des compétences au niveau judiciaire, légal, les enfants, pédopsychiatrie, conseiller de couple, etc., familial. Donc c'est vraiment ça commence, c'est le projet. Ça va prendre du temps, hein, c'est pas simple, mais il y a vraiment cette demande actuelle, cette préoccupation de pouvoir donner de la visibilité à l'offre de soins. Voilà une chose qui actuellement, qui était une très forte demande, et des professionnels de santé et des patients également. Oui, ça montre bien dans les violences sexuelles, hein, ce que Marie-Laure a venu dire, ce que tu as montré, c'est que finalement, des violences sexuelles dans l'enfance, ça va entraîner des problèmes au niveau de la santé vaginale adulte. Donc l'examen clinique, la clinique, on est vraiment dans la clinique, l'interrogatoire, examiner, et à ce moment-là, ça permet de retrouver, d'aller vraiment au mécanisme déclenchant. Et qui évite ces errances où on voit de plus en plus de professionnels. On est dans le cadre de la pertinence des soins. Actuellement, c'est une très forte demande dans la loi Ma Santé 2022, c'est-à-dire le bon acte, le bon diagnostic, le bon acte, le bon moment, le bon praticien, voilà, le bon soignant, exactement. Est-ce qu'il existe des procédures de prise en charge financière pour ces patientes? Parce que souvent, il y a les CMP, mais il y a une liste d'attente qui est énorme dans la plupart du temps. Et les consultations psychologues, ça coûte cher, surtout pour des étudiantes, par exemple, qui viennent en consultation. Donc, comment faire pour leur apporter le soin qu'elles requièrent, tout en moyennant un moyen financier derrière? Est-ce que, par exemple, au niveau judiciaire, ça peut être pris en charge si elle a porté plainte, mais bon, encore faut-il qu'il y ait une condamnation? Comment on peut faire pour ça? Là, c'est justement ce qui a été vraiment discuté lors des séances pour la stratégie nationale de santé sexuelle. On n'arrêtait pas de dire, effectivement, il faut améliorer la prise en charge de ces victimes. Et là, vous savez que depuis quelques mois, une des conséquences des actions prioritaires de la stratégie, c'est d'avoir fait rembourser. Enfin, vous avez bien vu qu'il y a des séances de psychologues maintenant. Alors, on l'a fait pour le Covid, mais on va le faire pareil pour les violences sexuelles. D'avoir des séances. Alors, avec tout le raz-de-marée qu'il y a autour, c'est que c'était des séances à 35 €. Et vous savez bien que les psychologues ne travaillent pas pour 35 €. Donc ça a été, on va dire, une onde de choc aussi, ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être satisfait,
les psychologues refusent de faire ce tarif, donc de travailler pour cette somme-là. Et donc, mais l'idée, elle est bien qu'il faut absolument la gratuité. Alors, moi, j'ai proposé au nom de l'AIUS, c'est que toute victime de violences sexuelles, c'est qu'on mette, qu'elle soit considérée comme une affection de longue durée. Si vous êtes dans la logique de ce que j'ai expliqué, de l'onde de choc, hein, c'est donc que la proposition soit qu'elle soit inscrite comme une ALD, donc une autre ALD à rajouter. Donc ça, c'est une des discussions. Alors, ils encaissent un petit peu mal, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Enfin, ce que j'ai dit là très vite sur le psychotrauma, l'impact au niveau corporel des violences, hein, tout ça, c'est très récent, hein, qu'on arrive parce qu'ils avaient besoin de preuves. Maintenant, avec les IRM sur le circuit amygdalien, on voit les atrophies, on voit les choses, hein, on commence à avoir des preuves pour pouvoir vraiment dire, écoutez, là, on est vraiment dans la maladie chronique. Et donc, ce qui est plus logique, ça serait qu'on soit dans une infection de longue durée. Donc là, elle serait prise en charge à 100%. Et par différentes catégories professionnelles de santé. Donc là, on serait vraiment dans ce qu'il faut, moi, je pense. Et concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces patientes-là? Elles payent, quoi. Elles payent. Alors, en complément de cette réponse actuellement, il faut savoir que pour le cancer, l'INCAS, l'Institut national du cancer, se penche beaucoup sur le problème des restes à charge. Donc il y a deux problèmes. C'est ce que doivent payer les patients et aussi ce que les patients, enfin ce que les professionnels de santé reçoivent. Donc il y a ces deux choses bien différentes. Mais actuellement, par exemple, dans le traitement pour les dyspareunies, pour les sécheresses vaginales, ils sont en train de réfléchir comment mieux prendre en charge chez les femmes qui ont un cancer du sein, qui ont une ménopause précoce et qui doivent faire un traitement au très long cours pendant des années au niveau des lubrifiants ou hydrations vaginaux pour que ce soit pris en charge. Donc il y a quand même une réflexion en cours actuellement pour essayer de corriger, d'améliorer ce coût pour les patients. Et nous, alors, ça c'est au niveau de l'AIUS, on essaie de se battre pour améliorer le remboursement des professionnels de santé, bien sûr. Mais on va avoir, Pierre, encore une vision plus large. Il n'y a pas besoin d'être victime de violences sexuelles, il n'y a pas besoin d'avoir un cancer. C'est inadmissible qu'en 2022, la femme ait encore très souvent, à devoir avoir accès à des produits qui ne sont pas remboursés de façon générale. Toutes ces crèmes, on se bat en consultation dans les prescriptions pour leur proposer des fois les trucs les moins chers, mais les gels vaginaux, ils me font rire, hein, les hydratants, les trucs, vous avez vu combien ça coûte? Et alors que souvent, c'est encore une des inégalités genrées qu'on doit subir, hein. C'est que les femmes, non seulement elles sont moins bien diagnostiquées, moins bien suivies point de vue cardiovasculaire, mais elles doivent raquer tout le temps. Et ça, c'est assez scandaleux. D'où l'importance de montrer que la santé sexuelle permet d'avoir une approche de santé publique et de santé globale, et pas uniquement dans le bien-être. Hein, c'est vraiment important, ça. On est à une problématique de soins. Il y avait une question, je crois. Vous aviez proposé de faire un petit retour d'expérience. Je suis gynécologue nutritienne en libéral et j'ai passé le DEU de prise en charge des violences faites aux femmes en 2018. Et donc, il y avait juste un retour de cas clinique et je présentais les violences sexuelles comme une pathologie en soi. Il y a des facteurs de risque, il y a des critères diagnostiques. Et moi, je vois que les patientes, il faut les convaincre et mettre un mot. Le mot inceste, par exemple, elles ne l'ont pas forcément. Il faut leur donner les critères et elles se sentent reconnues. Et après, il y a une prise en charge et un pronostic comme toutes les autres pathologies, finalement. Et moi, je leur parle, en fait, de la balistique, de tous les risques. Alors, je ne veux pas leur faire peur, mais je pense qu'il faut les informer aussi de tous ces risques, voilà. Et elles sont contentes aussi d'entendre ça comme une autre pathologie. Voilà. Bien sûr, des fois, on a toujours trop peur de faire peur. Non, elles n'ont pas peur, elles sont contentes. Non, mais voilà, parce que c'est comme ce matin quand on discutait sur d'autres problématiques, d'être trop intrusif et tout. Mais moi, je pense que c'est plutôt notre vision à nous des problématiques. On a peut-être nos émotions qui ne sont pas tout à fait nettes là-dessus, mais je pense que la plupart du temps, elles l'entendent bien et elles sont contentes. Elles n'ont pas forcément peur. Elles se sentent reconnues. Elles sentent qu'il faut passer à l'action. Enfin, qu'il faut s'en occuper, se préoccuper de leur santé. Enfin, une fois qu'on leur fait comprendre tout l'impact, moi je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de parler. Après, c'est comment on le fait, bien sûr. Ça, c'est tout le savoir-faire, le savoir-être aussi. Mais moi, je pense qu'il y a une émotion, nous, en tant que soignants, qu'on doit surmonter. C'est notre peur d'en parler.
C'est quand même dingue, mais on n'avance pas. On aura beau faire des formations, ça je le dis souvent, faire tout ce que demande la stratégie nationale, mais si on ne commence pas par aborder la sexualité avec nos patients, on ne va pas avancer beaucoup dans les formations. Hein. Vous pouvez en faire de tous, si vous ne commencez pas par demander. C'est pour ça qu'une des clés, c'est légitimer. Et pour légitimer, il faut parler de la santé sexuelle et de ses troubles. À ce moment-là, vous parlez de santé sexuelle, ce que j'ai dit ce matin, vous vous retrouvez dans votre domaine de professionnels de santé. Et c'est ce que demandent les patients. Parce qu'en plus, toutes les enquêtes, je vous le répète encore une fois, ils attendent que ce soit le professionnel de santé qui ouvre la porte. Alors après, il est intéressé ou il n'est pas intéressé. Mais vous, votre boulot, c'est d'ouvrir la porte. Et 9 fois sur 10, il la prend quand la porte est ouverte. Ou au moins, il sait qu'à ce moment-là, il sait qu'à un moment ou un autre, il pourra vous en parler. C'est ça qui est important. Et on rentre pour ça que depuis ce matin, on est en train de vous dire, mais attendez, la santé sexuelle, c'est un problème de santé publique, c'est un problème qui rentre, qui s'intègre avec la santé mentale, la santé psychique, la santé physique, et puis les comportements de santé. Tout ça est intriqué, et en plus, comme on le voit encore dans les violences, il y a une intrication, il y a un continuum en temporalité. Donc il faut vraiment réfléchir dans des stratégies. Quand je vois des stratégies de prévention primaire, secondaire, on ne maîtrise pas bien ça, mais si on veut que ça soit pris en charge et que ce soit remboursé, il faut qu'on dise, attendez, on traite non seulement le patient, mais on fait de la prévention, on améliore et on fait de la pertinence des soins. C'est ce qu'on nous demande et de l'organisation des soins. Donc tout le monde sera content. Mais il faut avoir cette approche globale, holistique. Et la sexologie aide à avoir cette approche globale. Alors que dans beaucoup de spécialités, j'ai pas dit, mais on devient de plus en plus ultra spécialisé et finalement, on va traiter un organe et on ne traite plus un homme ou une femme. C'est ce qui se passe de plus en plus. Il y avait une question ? Pardon ? J'avais une autre question parce que je suis échographiste, alors là ça va être de la question très technique. J'ai vu qu'on peut faire des échographies du clitoris. Ça avait été décrit par rapport à l'insuffisance clitorido-vaginale. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été montrées pour le reconnaître ? Parce que je me dis, il y a la ménopause, il y a le syndrome génito-urinaire, c'est pas évident de parler d'insuffisance clitorido-vaginale. Je serais peut-être au Rosa ou Pierre Desvaux répondre, mais le clitoris est tout petit. Ouais. Donc je pense que pour que vous ayez des spécialistes qui connaissent bien l'échographie standard, à mon avis, il ne connaît pas du tout. Oui, et ça ne va pas être simple. Donc c'est pas, pour l'instant, enfin, je pense au ton contrôle, c'est pas du tout standardisé, je pense. On reste encore un peu dans le domaine de la recherche. En fait, le problème des explorations vasculaires des organes génitaux, il y a le repos et l'excitation. C'est-à-dire que quand vous examinez un pénis au repos, vous entendez quasiment rien, très très peu de choses. Et en fait, on fait une injection intracaverneuse dans le pénis, ce qui permet à ce moment-là de faire une sorte de test d'effort du pénis. Au niveau du clitoris, on a fait la même chose avec du Viagra. On n'a pas piqué dans le clitoris, d'accord, mais on a injecté, on a fait prendre du Viagra aux patientes. Quand le Viagra est sorti en 98, souviens-toi, les hommes, on l'a eu tout de suite. Croyez-moi qu'il n'a pas fallu plus d'un mois pour que les femmes en aient. Après, on a vu si ça apportait quelque chose ou pas. Mais clairement, le Viagra augmentait la circulation du sang dans le clitoris. Donc après, c'est très compliqué de savoir, sans test de provocation, où est-ce qu'on est. Parce qu'en fait, le flux est très très minime. D'accord ? Quand il y a une dérégulation aussi, par exemple, moi, je vois des patientes, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome d'excitation génitale persistant. Bon, c'est je dirais, considéré comme une maladie orpheline. On a envie, effectivement, chez ces femmes, de faire des examens vasculaires du clitoris pour voir s'il y a effectivement une dérégulation et que, effectivement, le clitoris est un peu en érection en permanence. Voilà. Mais bon, pour l'instant, sinon, c'est pas plus standardisé que ça. Hein. Au repos, c'est très difficile d'en conclure quelque chose. En complément de ce que dit Pierre, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'insuffisance vagino-clitoridienne. Il est certain qu'il y a une proportion de femmes qui bénéficieraient des inhibiteurs de la P2-5, genre Viagra, etc. Le problème, c'est qu'actuellement, on n'arrive pas à les reconnaître. Chez l'homme, c'est facile. Chez la femme, ce que j'ai expliqué, on ne voit pas, donc on n'a pas d'examen pour l'instant facile qui permette de le savoir. Voilà. Mais il y a certainement une proportion, je ne sais pas laquelle exactement, mais probablement tout de même assez significative, de femmes qui peuvent bénéficier puisqu'elles ont des pathologies cardio-métaboliques. Donc il n'y a aucune raison qu'elles n'aient pas les mêmes choses que les hommes et qu'elles n'en bénéficient pas. Mais pour l'instant, c'est difficile, en dehors de la clinique, du contexte clinique et de l'interrogatoire, de le trouver. Voilà. Avec en plus la difficulté qu'il y a chez les femmes, c'est qu'elles ont la ménopause, donc qui vient un peu complexifier les choses par
rapport aux hommes. Mais on a toujours une raison, Pierre, pour pas leur donner des médicaments et pas s'en occuper de ces femmes. Donc je suis pas. On Voilà. s'en occupe là tout de même. Je pense que moi j'ai énormément de femmes qui voudraient en prendre et moi je trouve que c'est logique avec ton topo. Donc il faut toujours attendre une étude qui va valider le truc. Mais quel que soit le médicament, en France, c'est vraiment, vous avez trop peur, vous les hommes, que nous on soit sexuellement actifs. Hein. Parce que alors là, pour tout de suite, on n'a pas d'autorisation sur le marché, tout de suite rien du tout. Mais quand c'est les mecs, alors je sais pas, mais qu'est-ce que c'est facile pour vous d'avoir des traitements. Je suis désolée, mais j'adore dire ça parce que il est temps quand même qu'on puisse s'exprimer. Hein. Donc c'est incroyable. Alors que là, on est vraiment dans un truc. Et avec ce que tu viens de nous dire comme topo, tu ne peux pas dire le contraire. Il faudrait qu'on leur laisse la chance, si elles le veulent, voilà, de pouvoir en prendre. Alors, je vais compléter ce que tu dis. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, je prends du Viagra ou du Cialis, ce n'est absolument pas dangereux. D'accord ? Au contraire, à partir de 40 ans, tous les hommes et toutes les femmes devraient prendre tous les jours des inhibiteurs de la P2-5. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la cible de ces médicaments, c'est la cellule endothéliale. Mais ce n'est pas la cellule endothéliale uniquement du clitoris ou du pénis, puisque ça va toucher toutes les cellules endothéliales. D'accord ? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y en a partout dans l'organisme, dans le système vasculaire. Donc, lorsque vous donnez des inhibiteurs de la P2-5, vous améliorez la circulation, vous diminuez le nombre d'infarctus. Les gens qui font du sport, ça augmente leur performance sportive. Les gens qui ont une hypertension artérielle pulmonaire prennent 3 fois par jour du Cialis, des maladies graves. Les gens qui ont le mal des montagnes, les alpinistes qui vont dans l'Himalaya, contre l'œdème pulmonaire, ils prennent du Cialis. D'accord ? Enfin, ils prennent des inhibiteurs de la P2-5. Donc il faut bien voir que la cible, c'est une histoire qui est assez extraordinaire. On est parti sur un effet secondaire. Au début, ça a été fait pour concurrencer la trinitrine. Et puis, ça ne marchait pas très bien pour dilater les coronaires, ça dilate un peu. Et ils ne rendaient pas les blisters, donc c'est comme ça que c'est parti l'histoire du Viagra. Hein. Ils se sont dit, mais c'est un effet secondaire. Mais en fait, la cible principale, c'était la maladie cardiovasculaire. C'est pour ça que quand je vous parle du cœur périnéal comme du cœur thoracique, que c'est un organe vasculaire, vous voyez, il faut avoir cette réflexion. Si on a cette réflexion, il n'y a aucune raison que les femmes et les hommes ne prennent pas tous les jours un inhibiteur de la P2-5, comme une statine, comme... La testostérone, c'est peut-être un peu particulier, mais pour les hommes en tout cas. Ouais. Donc vous voyez, la polypile, la polypilule, c'est ça. Et ce n'est pas dangereux. Je répète ça. Ce qui est dangereux, c'est l'insuffisance vaginoclitoridienne ou l'insuffisance érectile. Ça, c'est dangereux. Les contre-indications sont absolument minimes. Mais encore une fausse représentation dans la population. Les gens ont peur du Viagra à cause des morts qu'il y a eu au début, qui étaient dues à l'effort, l'effort cardiovasculaire dû au rapport sexuel qu'ils n'avaient pas eu depuis quelques mois. Donc du coup, ils sont partis comme des fous. Quoi. Ils ont fait un test d'effort. Ils sont morts du test d'effort. Ils auraient pris le vélo, ils seraient partis en courant, ça aurait été pareil. Voilà, donc pour répondre à ça, on peut prendre, il n'y a pas de danger. Je suis désolée. J'aimerais pouvoir répondre à la question, et je te donne le micro juste après, concernant justement où est-ce qu'on peut envoyer toutes ces femmes ou ces hommes qui ont été victimes de violences sexuelles. Alors, ce qu'on disait, c'est effectivement en libéral, c'est cher. Après, c'est penser peut-être les réseaux associatifs. Parce qu'effectivement, il y a des réseaux, des collectifs nationaux de féministes, femmes contre le viol, femmes solidaires, qui permettent d'avoir une prise en charge globale, voire de la mise à l'abri aussi pour ces femmes si elles en ont besoin. Et je pensais également des orientations vers les centres de victimologie ou traumatologie, notamment hospitaliers. Et ça se trouve assez facilement sur Internet, où il y a une prise en charge globale, TCC, psy, art-thérapie, qui permettent à ces femmes-là de pouvoir traiter le psychotrauma, voire le trauma complexe ou sévère qui résulte des violences. Et alors tu as tout à fait raison et je te remercie. Ça se complète assez bien parce qu'en effet, il y a des lieux ressources. Alors après, malheureusement, tous les territoires ne sont pas égaux. D'une ville à l'autre, on n'est pas égaux. Elle est de Paris, hein. Elle est de Paris, Caroline. Ah, et moi, donc tout ce qu'elle dit n'est valable qu'à Paris. Non, Montauban. À Grenoble, il manque du personnel, comme d'habitude. On a beaucoup de belles idées, mais il n'y a pas les moyens qui suivent. C'est ça. Par contre, voilà, moi je suis toujours pratico-pratique. Hein. Donc ça, c'est effectivement ça. Il faut toujours, de toute
façon systématiquement contacter les associations, mais quand on voit comment ces bénévoles travaillent dans des conditions qui travaillent, et de toute façon, la plupart, c'est pour ça qu'il y a très peu de femmes qui sont prises en charge, ils font avec les moyens du bord et comme ils peuvent, mais ils ne peuvent pas répondre si on pouvait signaler toutes les victimes, on ne pourrait pas répondre au nombre présupposé de victimes qu'il y a en France, de toute façon. Mais c'est vrai que ce qu'elle dit, mais c'est quand c'est possible. Mais la plupart du temps, elles sont seules. C'est pour ça que j'ai tenu à dire qu'elles sont isolées et elles ne sont pas prises en charge. Oui, tu as raison. Après, ce que je voulais juste compléter vite fait, pour pas monopoliser, mais tout à l'heure, vous disiez si elles ne portent pas plainte. Même si elles ne portent pas plainte, elles peuvent accéder au dispositif d'accompagnement. Nous, sur notre dispositif de violence intrafamiliale, il y a en première entrée des coordinatrices qui sont des travailleurs sociaux qui vont faire la porte d'entrée. Et en fait, elles sont là pour conseiller orienter, planning, CDF, enfin bon, tout le maillage. Et si elles ne portent pas plainte, elles sont quand même prises en charge. Parce que parfois, on a des femmes qui n'osent pas pousser la porte du dispositif parce qu'elles se disent « oui, mais je ne sais pas encore si je vais porter plainte ». Il faut les rassurer, il faut leur dire qu'elles seront écoutées, qu'on ne va pas les obliger à quoi que ce soit et qu'elles seront prises en charge même si elles ne portent pas plainte. C'était pour reprendre ce point-là parce que c'est important. Juste une petite précaution de vieil expert. S'il n'y a pas de médicaments pour les femmes, il y a une raison aussi quand même. Non, tu vas voir. Non, c'est pas ça. C'est que le trouble principal qu'on nous demande de soigner, c'est un trouble du désir. La première demande. Trouble du désir, c'est compliqué. Parce que, alors d'abord, les médicaments qu'on a testés sont quand même pas géniaux. Entre nous soit dit, on les connaît. C'est pas le top. Mais en même temps, ils se sont fait descendre complètement par tout un tas d'associations. C'est-à-dire que si on invente une molécule pour le désir féminin, c'est simplement pour soumettre ces dames au désir des hommes. Donc, on a inventé des pathologies qui n'existent pas, et donc, il n'y a pas besoin de faire de médicaments passé muscade. Avec procès et machin truc, les industriels du médicament ont été plutôt échaudés et refroidis avec le truc. Quand vous savez combien coûte le développement d'une molécule, ça leur a coûté un bras pour que dalle, ils sont plutôt frileux maintenant. Croyez-moi qu'on vend déjà du Viagra pour la moitié de l'humanité, ils auraient été ravis de vendre un autre truc pour l'autre moitié de l'humanité. Croyez-moi. C'est pas parce que les chercheurs sont des hommes, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, que etc. Il n'y en a pas. Non, c'est qu'il y a il y a une dimension politique à l'affaire. C'est tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de médicaments pour vous-même directement sur la sexualité. Je parle. Oui, mais Pierre, regarde, il suffit d'aller en Suisse, d'être dans un autre pays, tu as accès. Donc ça montre bien que c'est la France et ces arguments sont pas valables pour moi. On doit avoir le choix. Et si, c'est sûr que c'est 35, la flibansérin, 35% d'efficacité, 40%, mais tu leur laisses. Moi, je suis dans les 40%, je suis bien contente. Donc, mais bien sûr qu'il y a plein de facteurs, mais c'est pas une raison. Parce que chaque fois, on dit qu'on est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on est compliqué? Oh, c'est bon, on nous met dans un monde compliqué, et du coup, nous, on a besoin, on a envie. Et toutes celles qui ont envie sexuellement active, bah dites donc... Mais tu as raison. En fait, ce que je veux dire, les patientes en consultation nous demandent, mais donnez-moi une molécule. Mais on n'en a pas. Mais parce que les industriels du médicament sont devenus frileux, parce que ça leur a coûté des bras, et que... Non, toi, même à l'étranger, je veux dire, il y a très peu de trucs. J'habite Grenoble, moi, la frontière suisse, elle a 1h30. Alors t'as quoi, t'as l'œuf gras pour les femmes? Ils font tout ce qu'ils veulent, ils disent, vous me dites... Et on est chez les Suisses, peut-être, tu sais pas. En Suisse, dès que c'est monnaie, il n'y a pas de problème. Oui, ils s'en foutent. Enfin, il faut quand même rappeler aussi, de trouver une molécule, mais déjà faire des traitements informés, rassurer, dire qu'on peut continuer à avoir des rapports, qu'on peut traiter la ménopause lorsqu'il y a des problèmes, qu'on fait des traitements locaux, faire du sport, bon appétit, bonne entente. N'oublions pas qu'on a tout de même déjà pas mal de moyens pour améliorer les choses. Je ne dis pas que c'est le Pérou, mais tout de même, l'efficacité a été prouvée là-dessus. L'activité intime adaptée, donc à tous les âges, c'est même quelque chose de positif. Il ne faut pas oublier pour des choses assez simples. Ce qui marche d'ailleurs chez les hommes, ils ne seront pas obligés de prendre non plus forcément un homme qui maigrit, qui fait du sport, qui améliore son diabète, il n'a plus besoin de prendre du Viagra, en clair. Donc c'est valable pour les femmes aussi. On le fait déjà parce qu'on dit tout un tas de molécules des hommes vers les femmes. Voilà, simplement, c'est hors AMM, c'est pas sous le manteau, même pas, mais c'est hors AMM, c'est sous notre responsabilité, et ça nécessite une bonne information des femmes, c'est tout. Mais c'est possible. C'est bon, plus de questions, on va vous faire laisser, c'est la pause maintenant. On vous laisse une demi-heure de pause et on se retrouve.